On s'en rend pas compte, mais à chaque instant, une armée absolument incroyable, d'une complexité folle, travaille à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on part pour une visite guidée de cette force de défense interne, notre système immunitaire. Il faut voir notre corps comme un territoire qui est constamment sous la menace d'envahisseurs invisibles. Des bactéries, des virus, des parasites, c'est une guerre permanente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est loin d'être sans défense. Pour bien comprendre comment on survit à tout ça, on va utiliser une analogie, celle du système immunitaire vu comme une immense armée, une force de défense interne super bien coordonnée. Alors comment est-ce qu'elle s'organise? Comme n'importe quelle armée, la nôtre a une mission bien précise. Et il ne s'agit pas seulement de combattre, non, c'est aussi un travail de vigilance constante, une surveillance de tous les instants. Et voilà le cœur de sa mission. C'est une triple tâche de reconnaissance qui est absolument cruciale. D'abord, reconnaître et surtout tolérer le soi, c'est-à-dire nos propres cellules, pour ne pas s'attaquer soi-même. Ensuite, bien sûr, identifier et détruire le non-soi, tout ce qui est étranger. Et enfin, le plus subtil, détecter le soi modifié, c'est-à-dire nos propres cellules qui ont mal tourné. Bon, maintenant que la mission est claire, on va explorer un peu l'infrastructure de cette armée. Où est-ce que les troupes sont produites, où est-ce qu'elles s'entraînent, où est-ce qu'elles sont stationnées. Voici en quelque sorte la carte logistique de notre armée. Le système lymphatique, avec tout son réseau de vaisseaux et de ganglions, c'est un peu les autoroutes et les centres de communication de nos cellules immunitaires. C'est dans la moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière, que toutes les cellules immunitaires sont fabriquées. Certaines d'entre elles, les lymphocytes T, terminent leur formation dans le thymus. Ces autres organes, qu'on appelle secondaires, sont tout aussi importants. Les ganglions lymphatiques, la rate, ce sont comme des bases militaires avancées. C'est là que les cellules se retrouvent, s'échangent les infos sur l'ennemi et lancent les contre-attaques. D'ailleurs, un ganglion qui gonfle, c'est souvent juste le signe qu'une grosse bataille est en train de se dérouler. Après avoir vu les bases, il est temps de faire connaissance avec les troupes qui composent cette armée incroyable. Et vous allez voir, la diversité est vraiment impressionnante. Voici l'arbre généalogique de notre armée. Ce qui est assez fou, c'est que tout part d'une seule et même cellule souche dans la moelle osseuse. Et à partir de là, elle va donner naissance à deux grandes familles, la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde, chacune avec ses propres spécialistes. La première branche, c'est le système immunitaire inné. On peut les voir comme les troupes d'intervention rapide. Ils sont en première ligne, ils sont super rapides, efficaces, mais pas très spécifiques. En gros, ils attaquent tout ce qui leur paraît suspect, sans trop se poser de questions. Et dans cette première vague, les soldats les plus nombreux, de très loin, ce sont les neutrophiles. Ils représentent jusqu'à 70% de nos globules blancs. Leur stratégie, elle est simple et brutale. Se ruer sur le lieu de l'infection et littéralement manger les bactéries. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Et voilà à quoi ressemble un de ces fantassins. Il est littéralement taillé pour l'action rapide. Sa durée de vie est très courte, parfois moins de 24 heures, mais son impact sur une infection qui démarre est absolument énorme. Passons maintenant au service de renseignement. Ça, c'est le rôle des cellules dendritiques. Elles sont les sentinelles de notre corps. Elles patrouillent, capturent un échantillon de l'ennemi, le découpent en morceaux et filent jusqu'à un ganglion lymphatique pour présenter leurs trouvailles aux troupes d'élite. Elles sont le lien vital entre la première réponse et l'attaque ciblée. Cette image, elle est assez spectaculaire. On voit une cellule dendritique en pleine action en train de capturer un parasite. C'est la capture de cet antigène, comme on l'appelle, qui va permettre de déclencher une réponse immunitaire beaucoup plus puissante et surtout spécifique. Parce que l'info qui a été collectée par les sentinelles va activer la deuxième branche de l'armée, issue de la lignée lymphoïde. C'est l'immunité adaptative. Et là, on change complètement de calibre. On entre dans le monde de la précision chirurgicale, des spécialistes et de la mémoire. Au cœur de ces forces spéciales, on trouve deux types de soldats. Les lymphocytes T, qui peuvent soit jouer le rôle de général et diriger la bataille, soit être des assassins et exécuter eux-mêmes les cellules infectées. Et à côté, on a les lymphocytes B, qui eux vont se transformer en véritables usines pour produire des armes de haute technologie, les anticorps. Une armée, c'est bien, mais avec un bon équipement, c'est mieux. Alors intéressons-nous un peu à l'arsenal de haute technologie du système immunitaire, de la détection jusqu'aux armes. Ce tableau résume parfaitement la différence de technologie. L'immunité innée, elle utilise des récepteurs qui fonctionnent un peu comme des détecteurs de métaux. Ils repèrent des structures générales, communes à plein de microbes. L'immunité adaptative, elle, c'est carrément un système de reconnaissance faciale. Chaque cellule est programmée pour reconnaître un et un seul fragment spécifique d'un ennemi.
La précision est absolue. Mais comment toutes ces cellules se parlent? Eh bien, grâce aux cytokines. Ce sont des molécules de signalisation, un peu comme des messages radio, qui permettent de dire «Attaquez ici, envoyez plus de renforts» ou, au contraire, «La bataille est finie, on se calme». C'est essentiel pour orchestrer une réponse qui soit cohérente. Alors justement, parlons des armes produites par les lymphocytes B. Et là, attention, il y a un point crucial et qui va à l'encontre d'une idée très répandue. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, les anticorps ne sont pas des tueurs directs. Voilà à quoi ressemble un anticorps. C'est une protéine en forme de Y. Les deux branches du Y sont comme des pinces ultra spécialisées capables de se fixer sur un ennemi bien précis. Ils marquent les cibles pour que les gros mangeurs, comme les neutrophiles, sachent qui attaquer. Deuxièmement, ils peuvent neutraliser les menaces en les agglutinant, en les collant ensemble, ce qui les rend inoffensives et plus faciles à nettoyer. Et troisièmement, ils peuvent activer une autre cascade d'armes dans le sang, le système du complément, qui lui peut carrément perforer les microbes. Pour finir, voyons comment toutes ces pièces du puzzle, les bases, les troupes et les armes, s'assemblent pour mener une défense parfaitement coordonnée. On va se faire le film des événements. Un pathogène réussit à entrer. Immédiatement, les fantassins de l'immunité innée se jettent dessus. Pendant ce temps, une sentinelle capture un échantillon et court vers le ganglion le plus proche pour donner l'alerte. Là, les forces spéciales, les lymphocytes T et B, qui sont spécifiques à cet ennemi, sont activées. Elles se multiplient à toute vitesse. Les T tueurs partent détruire les cellules infectées, tandis que les B produisent des vagues d'anticorps pour marquer les envahisseurs. Et surtout, une fois la bataille gagnée, des cellules mémoire sont conservées, prêtes à réagir instantanément si le même ennemi ose revenir un jour. C'est d'ailleurs tout le principe de la vaccination. On a donc une armée d'une efficacité redoutable, capable d'apprendre, de se souvenir. Mais son pouvoir est immense. La question qui se pose alors est la suivante. Que se passe-t-il quand ce système si bien réglé se dérègle, quand il se trompe de cible et attaque le soi, ou quand il réagit de manière complètement excessive à une fausse alerte? Ça, c'est tout le sujet des allergies et des maladies auto-immunes.